Notre leçon, comme d'habitude, avec un petit rappel concernant ce que nous avons déjà vu à propos de la loi d'attraction universelle ou bien de la loi de Newton. Donc, on va commencer par un petit rappel. Nous avons déjà vu la loi d'attraction universelle ou bien la loi de Newton. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Que entre deux corps qui ont une symétrie sphérique ou bien de répartition de masse ou bien ponctuelle, il existe une force d'attraction appelée force d'attraction universelle, telle que entre le corps A qui a un centre MA et MP et le corps B qui a une masse MP et un centre B, il s'exerce une force d'attraction mutuelle entre les deux corps, telle que le corps A va exercer une force sur le corps B appelée FA sur B, puisque c'est une force attractive, donc FA sur B, elle est orientée vers A. Rappelons les caractéristiques de FA sur B. Donc, le point d'application, c'est le point B. La direction ou bien la droite d'application, c'est la droite AB. Le sens, c'est de B vers A. Et on va voir l'intensité de cette force. Donc, cette force, c'est la force appliquée par FA sur B. Également, lui-même, le corps B va appliquer une force sur le corps A, appelée FB sur A. Donc, ces deux forces ont la même droite d'application. Ils ont également deux sens opposés et la même intensité, telles que les caractéristiques de FB sur A sont les suivants. Le point d'application, c'est le point A. La droite d'application, c'est la droite AB. Le sens, c'est de B vers A. Et ces deux forces ont également la même intensité, telle que FA sur B, à quoi est égal? Est égal à moins FB sur A est égal à moins G MA MB sur R au carré UAB, tel que R représente la distance séparant le centre de A et celui de B. UAB, c'est un vecteur unitaire orienté de A vers B. Lorsqu'on dit un vecteur unitaire, ça veut dire que sa norme à quoi est égal? Sa norme est égale à 1. Et on a vu également, et on a établi également l'expression de l'intensité du champ de pesanteur à une hauteur h d'une planète. Donc, c'est-à-dire, considérons une planète de rayon 1 et considérons un point situé à une hauteur h de la surface de la planète. On a déjà montré que l'intensité du champ de pesanteur de cette planète à la hauteur h, à quoi est égale? Est égale à l'intensité G0 à la surface de la planète multipliée par R au carré sur R plus H, le tout au carré, où GH représente l'intensité du champ de pesanteur à la hauteur H, G0 représente également l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la planète, R représente le rayon de la planète, et H représente la hauteur du point S par rapport à quoi? Par rapport à la surface de la planète. Et également, on va rappeler également des lois de Kepler. Comme vous l'avez vu, il y a trois lois de Kepler. Il y a la première loi, qui est la loi des orbites elliptiques. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Dans un référentiel héliocentrique, le centre d'inertie d'une planète décrit une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. C'est-à-dire, on a dit que, toujours il s'agit d'un rappel, on a dit que l'ellipse est définie comme quoi? Comme étant un ensemble de points situés à la même distance des foyers, tels que Fn plus F'M est égal à quoi? Est égal à 2A, tel que 2A, et qu'est-ce qu'elle représente? 2A, elle représente cette distance qui représente quoi? C'est le double, ou bien A, qu'est-ce qu'elle représente? C'est
c'est le diamètre du grand axe. Donc, on a dit que pour une planète de centre d'inertie P, cette planète décrit dans le repère héliocentrique, il décrit quoi? Une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'une des foyers. Et après, on a vu la deuxième loi. La deuxième loi de Kepler. Voilà. Deuxième loi de Kepler, qu'est-ce qu'il appelait également la loi des aires ou bien la loi des surfaces. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Il dit que la surface balayée par le vecteur SP, la surface balayée par le vecteur SP est plutôt le vecteur SP balaye les mêmes surfaces pendant. Donc voilà, on a vu la première loi de Kepler, est appelée également loi des orbites elliptiques. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Il dit que dans un référentiel héliocentrique, le centre d'inertie d'une planète décrit une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. C'est-à-dire, si on considère la trajectoire elliptique, et on sait que l'ellipse est caractérisée par deux foyers F et F' sont symétriques par rapport à O, donc le repère héliocentrique, également, c'est le repère lié au quoi? Lié au centre du Soleil. Dans le repère héliocentrique, le centre d'inertie de la planète P, il va décrire quoi? Il va décrire une trajectoire elliptique. Ce qui explique les 4 saisons, c'est-à-dire en ce point-là, la planète se trouve dans le point le plus proche du Soleil. Dans ce point-là, la planète se trouve dans le point le plus loin du Soleil. Donc, rappelons que ça veut dire une ellipse. Donc, l'ellipse, ça veut dire c'est l'ensemble de points P qui se trouvent à la même distance des deux foyers, tels que Fp plus F'P est égal à quoi? Est égal à 2A, où 2A représente quoi? Représente le grand axe de l'ellipse. Également, on a vu la deuxième loi. Deuxième loi de Kepler, appelée également loi des aires ou bien des surfaces. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Il dit que si on considère la trajectoire elliptique de la planète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le vecteur SP qui lie le centre de la planète, qui lie le centre du Soleil au centre de la planète, va balayer une surface constante pendant la même durée delta t. C'est-à-dire, si on considère la planète située à la position P1, durant delta t, cette planète va passer de P1 à P1' en balayant une surface A1. Également, si on considère la même planète située à la position P2, pendant la même durée delta t, cette planète va parcourir une distance P2', tout en balayant une surface A2. Selon la loi de Kepler, selon la deuxième loi de Kepler, A1 à quoi est égal? A1 est égal à A2. Et on a SP1, elle est inférieure à SP2. À partir de ces deux conséquences, on peut dire que P1 est supérieur à P2', P2, et par conséquent, on a vu que quoi? On a vu que les vitesses de la planète augmentent à chaque fois que la planète s'approche du Soleil. C'est-à-dire quoi? En ce point-là, la planète aura une vitesse maximale et ici, il y aura une vitesse minimum. Et finalement, on a vu la troisième loi de Kepler. Qu'est-ce qu'il dit, cette troisième loi de Kepler? Il dit que T au carré sur R au cube est égal à une constante telle que T au carré, c'est la période de révolution de la planète autour du Soleil, et plutôt
Plutôt ici, A au cube, sinon pas A au cube. Et A, c'est la moitié du grand axe. Ça y est? Voilà. Donc, on va commencer notre cours. Bon, on va étudier le mouvement circulaire d'une planète autour du Soleil. Voilà. Donc, en réalité, la planète n'est plus en mouvement circulaire, mais votre connaissance en mathématiques ne permet pas d'étudier le mouvement elliptique de la planète. Donc, on va restreindre nos études en cas de quoi? En cas d'un mouvement circulaire. Donc, deuxièmement, ou bien je pense que c'est le paragraphe, je pense 2, oui. Ou bien, pardon, paragraphe 3. Mouvement circulaire d'une planète autour du Soleil. Voilà. Donc, on va considérer une planète de masse MP. Considérons une planète de masse MP au mouvement circulaire autour du Soleil de masse soit R, le rayon de la trajectoire circulaire du centre d'inertie P de la planète. Voilà. Donc on étudie le mouvement de la planète dans le repère héliocentrique. Voilà. Le repère héliocentrique, c'est le repère lié au Soleil, c'est-à-dire c'est le repère dont l'origine c'est le centre du Soleil et dont les trois axes sont orientés vers trois étoiles tellement loin du Soleil et ils sont fixes par rapport au Soleil. Très bien. Voilà. Donc on a dit qu'on va supposer que la planète a un mouvement, a une trajectoire circulaire, ou bien a un mouvement circulaire autour du Soleil. Voilà. Le Soleil et la planète, il y a un mouvement circulaire. Voilà, ici il y a quoi? Il y a le rayon de la trajectoire du centre d'inertie P de la planète par rapport au Soleil. Très bien. Donc, à propos de la deuxième loi de Kepler, qu'est-ce qu'il nous dit la deuxième loi de Kepler? Il nous dit que le vecteur SP va balayer des surfaces égales pendant les mêmes intervalles de temps. Conséquence, comme on a déjà rappelé, conséquence que la vitesse de la planète va augmenter à chaque fois que la planète s'approche du Soleil. Mais, dans ce cas-là, la planète se trouve à la même distance du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Conséquence, c'est de dire que la planète va avoir un mouvement circulaire unique. Donc, dans ce paragraphe, on va répondre à trois questions. On va s'assurer que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, puisque le mouvement circulaire uniforme, on va déterminer sa vitesse. Le mouvement circulaire est uniforme et est un mouvement périodique, ça veut dire qu'il est caractérisé par une période. On va déterminer la période T et finalement, on va s'assurer de la troisième loi de Kepler, T au carré sur R au cube est égal à une constante. Voilà. On va répondre à ces trois questions. Première question,
le mouvement est circulaire uniforme. Deuxième question, on va déterminer la vitesse de ce mouvement. Troisième question, on va déterminer sa période de révolution. Et troisièmement, on va s'assurer que T au carré sur R au cube est égal à une constante. Très bien. Donc, pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme, donc la trajectoire circulaire, ce n'est pas à montrer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la trajectoire n'est plus circulaire. La trajectoire est elliptique. Et on a uniquement supposé qu'elle est circulaire. Donc, on ne va pas montrer que la trajectoire est circulaire, mais on va montrer que le mouvement est uniforme. Donc, montrant que le mouvement est uniforme revient à quoi? Revient à montrer que quoi? Que sa vitesse est égale à une constante. Montrer que sa vitesse est égale à une constante, c'est-à-dire que ce dérivé, à quoi est égale la dérivée? La dérivée est égale à 0. Et on sait que dv sur dt, qu'est-ce qu'elle représente? dv sur dt, elle représente AT, elle représente la composante normale, tangentielle plutôt, elle représente la composante tangentielle de l'accélération. Donc, montrant que le mouvement est circulaire, revient à montrer que V est constante, revient à montrer que AT est égal à dv sur dt est égal à 0. Très bien. Donc, pour montrer que AT est égal à 0, on doit appliquer la deuxième loi de Newton sur la planète et on doit la projeter sur la tangente à la trajectoire. Mais, donc, il y a le mouvement est uniforme. Voilà. Donc, on néglige l'action des autres planètes, par rapport à l'action de quoi? Du sol. Voilà. La seule force appliquée sur la planète, est celle exercée par le Soleil, noté Fs sur P. Voilà. Donc on va représenter cette force. Donc comme d'habitude, pour représenter la force, nous devrons rappeler ses caractéristiques. La force appliquée par le Soleil sur la planète a pour origine le centre d'inertie de la planète P. La droite d'application, c'est la droite liant le centre de la planète au centre du Soleil. Le sens, c'est une force attractive, c'est-à-dire du centre de la planète vers le centre du Soleil. Fs sur la planète. Voilà. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc on applique la deuxième loi de Newton. On va écrire M, la masse de la planète, MP, multiplié par l'accélération du son centre d'inertie, à quoi est égal? Est égal à la seule force Fs sur P. Voilà. On a besoin de quoi? On a besoin de montrer que V est égal à une constante, c'est-à-dire dV sur dt est égal à 0. Donc on va projeter cette loi dans le repère de Fresnel. Donc le repère de Fresnel a pour axe, c'est l'axe tangent. Voilà. C'est la tangente à la trajectoire. Et ici on a, c'est l'axe normal. Donc la tangente à la trajectoire a pour vecteur unitaire, le vecteur unitaire qui est U, orienté dans le sens du mouvement, et il y a le vecteur normal à un vecteur unitaire N. Donc on projette sur la tangente.
projette sur la tangente T. Voilà. On peut dire N APT à quoi est égal? Est égal à 0. Pourquoi? Parce que Fs sur P est perpendiculaire à la tangente. Donc la projection orthogonale de Fs sur P sur la tangente est égale à 0. C'est-à-dire AT égale à 0, dV sur dt est égal à 0, équivalent à quoi? V est égal à une constante. Donc le mouvement de P est circulaire uniforme. Voilà. Deuxièmement, expression de la vitesse du centre d'inertie de la planète. Voilà, expression de la vitesse du centre d'inertie de la planète. Donc, comme on dit toujours que la deuxième loi de Newton ne permet pas d'étudier le mouvement global du corps, mais elle permet uniquement d'étudier le mouvement de son centre d'inertie. C'est pourquoi on va établir l'expression de quoi? De la vitesse du centre d'inertie de la planète, bien sûr, autour de quoi? Autour du Soleil. Donc, on a N P AP est égal à F S sur P. Donc pour déterminer la vitesse, on sait que dans le repère de Freinet, la projection de A sur N, ou bien la composante normale de A sur N est égale à N, est égale à V au carré sur le rayon de la trajectoire. On sait cette relation. On sait que la composante normale de vecteur accélération est égale à la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire. Donc on va projeter sur la normale. On projette sur quoi? Sur la normale. Voilà, ça devient MP AP sur la normale. À quoi est égal FSP sur la normale. Voilà. D'après le schéma, on a Fs sur P est collinéaire avec N. Et elle a également le même sens que N. C'est-à-dire, la projection de Fs sur P sur N est égale à l'intensité de Fs sur P. Voilà. Est égal à quoi? Est égal à Fs sur P. C'est-à-dire, MP, à quoi est égal à N? À N est égal à V au carré sur R. La force d'attraction universelle exercée par le Soleil sur la planète à quoi est égale? Est égale à G, intensité constante de gravitation universelle, ms, la masse du Soleil, est notée M, la masse de la planète est notée P, MP, sur quoi? Sur la distance R au carré. Donc on va simplifier ici par R avec une R, et on va simplifier également MP avec MP. Ça devient quoi? V au carré à quoi est égal? Est égal à G fois M sur R, ou équivalent à quoi? V est égal à quoi? La racine carrée de G fois M sur le rayon. Voilà. Donc, comme on voit, le rayon est une constante et par conséquent, la vitesse également est une constante. Voilà. Donc, on va passer au paragraphe suivant.
de la période de révolution de la planète autour du Soleil. Voilà. Donc on sait que V est égal à une constante. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Voilà. Donc on peut écrire V. À quoi est égal V? Donc V, puisqu'il est constant, on peut l'écrire sous forme V est égal à D sur delta T. Mais faites attention, cette expression V est égal à D sur delta T, on ne peut l'écrire que lorsqu'on a une vitesse constante. Si la vitesse n'est plus constante, on n'a pas le droit d'écrire V est égal à D sur delta T. Bien. Donc on va profiter de cette relation pour déterminer la période de révolution T. Donc je m'excuse, la période de révolution sera notée T. Donc qu'est-ce que veut dire la période de révolution? La période, c'est la durée nécessaire pour que la planète effectue un tour complet autour du Soleil. La période, la période, c'est la durée nécessaire pour que la planète effectue un tour complet autour du Soleil. C'est-à-dire, si la planète effectue un tour complet autour du Soleil, ça veut dire que delta T devient égal à quoi? Devient égal à la période. Pourquoi? Parce que la période, comme je viens de dire, il représente la durée nécessaire pour que la planète effectue un tour complet autour du Soleil. Et lorsque la planète effectue un tour complet autour du Soleil, elle va parcourir quoi? Elle va parcourir une distance égale au périmètre du cercle. Si la planète effectue un tour complet autour du Soleil, la planète, ou bien plutôt le centre d'inertie de la planète, va parcourir une distance égale à quoi? Égale au périmètre du cercle. Le périmètre, à quoi est égal le périmètre? De pi multiplié par l'oreille. Donc, et par conséquent, on peut écrire T, à quoi est égal? De pi sur V, avec, qu'on vient de montrer, on a montré que V à quoi est égal? La racine de Gn sur R. C'est-à-dire, si je m'excuse, ici il y a, ça reste une R. Donc si on remplace dans l'expression de T, donc T à quoi est égal? 2 pi R multiplié par l'inverse. Ici on a 1 sur V. 1 sur V, ça veut dire l'inverse de cette expression. Et l'inverse de cette expression qu'on a, c'est R sur G. Voilà. Donc, on va faire entrer R dans la racine. Pour la faire entrer dans la racine, on va l'enlever au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis au carré, la racine de R au cube sur G. Voilà. C'est l'expression de quoi? C'est l'expression de la période de révolution. Et on va s'assurer de la troisième loi de Kepler. Pardon? Donc, quatrièmement, on va s'assurer que la troisième loi de Kepler est vérifiée. Voilà. La troisième loi de Kepler. Voilà. Donc, on a montré que T à quoi est égal 2 pi la racine de R au cube sur G fois la masse du Soleil.
On va enlever le carré. T au carré à quoi est égal? 4P au carré, R au cube sur G fois N. Donc, T au carré sur R au cube à quoi est égal? 4P au carré sur G multiplié par la masse du Soleil est égal à une constante indépendante de la planète. Donc, indépendante de la planète. Donc, la troisième loi de Kepler est vérifiée. Point A. Voilà. On verra dans le prochain cours, Inch'Allah.